Comment les boissons énergisantes sont rentrées à ce point dans nos vies? Et quand je dis boissons énergisantes, je suis certain que tu as eu au moins deux marques qui te sont venues en tête. Red Bull, qui est la plus connue, la star du marché mondial, et juste à côté, Monster, le challenger qui n'a rien à perdre. Mais est-ce que tu savais que ces deux marques se faisaient la guerre pour dominer le marché de la boisson énergisante? Comment ces marques ont transformé une simple boisson caféinée en un phénomène de société, présent dans le sport, dans la musique, sur internet et dans nos vies? On va parler de leurs styles différents, leurs coups de marketing de zinzin, les guerres de sponsoring et les histoires autour de ces marques. Architecture. On lit le Red Bull à l'Autriche, mais la première version de la boisson vient de Thaïlande. Un homme d'affaires, Chaleo Yodiva, crée en 1976 une sorte de breuvage énergisant appelé Krating Dang, ce qui signifie taureau rouge en thaï. C'est très sucré, bourré de caféine et de taurine, et le produit est essentiellement consommé par des ouvriers et des chauffeurs locaux qui le boivent pour tenir le coup au boulot. C'est au début des années 80 que Dietrich Mateschitz, un Autrichien qui travaille dans les cosmétiques, voyage en Asie et tombe par hasard sur ce fameux breuvage. Il remarque que ça l'aide à surmonter son jet lag et il y voit un potentiel énorme. Il réfléchit pas trop, il contacte Chaleo et en 1984, ils s'associent pour fonder ensemble la société Red Bull. Taureau rouge. La traduction anglaise de Krating Dang en fait. Mateschitz apporte quelques modifications à la recette d'origine. Il la rend gazeuse et un peu moins sucrée pour l'adapter au palais des Occidentaux. Après 3 ans de mise au point, la fameuse canette bleue et argent est prête à décoller en Europe en 1987. Et Red Bull peut enfin déployer ses ailes. Sauf que je dis 3 ans de mise au point, mais c'était plutôt 3 ans de galère pour obtenir le feu vert des autorités sanitaires, qui ont pété un câble en voyant le caféine dans la boisson, et surtout cet ingrédient inconnu, la taurine. Mais on y reviendra. Et puis une fois que les galères avec les autorités sanitaires passent, la marque rencontre d'autres problèmes. Certaines personnes trouvent que ça a un goût de médicament, et il y a carrément certains bars qui refusent d'en vendre. Plusieurs pays européens interdisent même la boisson par précaution. Sauf qu'en faisant ça, les pays renforcent l'aura de la marque, puisqu'elle est décrite comme dopante, aphrodisiaque, dangereuse même carrément, et la marque ne dément pas. En plus de la pub gratuite de certains gouvernements, Mateschitz, le cofondateur, mise sur un marketing non conventionnel. Pas de pub TV. Red Bull est d'abord distribué gratos dans les soirées étudiantes et en boîte de nuit. Le bouche à oreille prend une ampleur de dingue, et quand la boisson débarque en Allemagne au début des années 90, les stocks se vendent en seulement quelques jours. T'as sûrement déjà entendu la rumeur qui raconte que Red Bull aurait rempli exprès les poubelles de clubs avec des canettes vides pour faire croire que tout le monde en buvait. La marque l'a jamais confirmé, mais l'histoire colle bien à son image et à son marketing sauvage. Red Bull fait son petit bonhomme de chemin tranquille jusqu'en 2002 où il contrôle clairement le jeu. La marque détient 60% du marché américain des boissons énergisantes. Elle est distribuée dans près de 100 pays et leur chiffre d'affaires mondial est estimé à 1,4 milliard d'euros. Sauf que cette année-là, une nouvelle marque débarque sur le marché et a bien l'intention de concurrencer Red Bull. C'est Monster Energy. A l'origine, c'est la marque Hanses Natural, une entreprise californienne spécialisée dans les jus de fruits, un peu nature, bio, qui fait un changement de DA complet. En avril 2002, ils se lancent sur le marché de la boisson énergisante avec une stratégie différente de ceux qui le dominent. Déjà, visuellement, c'est l'opposé de Red Bull. Pas de petite canette élégante de 250 ml, Monster, c'est 473 ml, quasiment le double. Le design, une canette noire, balèze avec une griffe vert fluo qui forme un M. On dirait le logo d'un groupe de métal ou d'un jeu de vidéo de combat. Et c'est pas un hasard. Dès le début, Monster choisit de cibler un autre public que celui de Red Bull. Le taureau rouge, c'est propre, stylé, sport extrême, entre guillemets prestige. Monster, ça parle aux enfants rebelles qui font du skate, aux fans de motocross, de métal, de gaming, aux ados qui traînent dans les parkings de fast-food et les festivals de punk hardcore. Et niveau marketing, ils font tout pour coller à ce profil. Ils envoient des vannes floquées au logo Monster dans les concerts, les skateparks, les événements de drift ou d'e-sport. Ils sponsorisent des riders, des musiciens, des événements et balancent le logo partout. Vraiment partout. Des stickers, des casquettes, des t-shirts. C'est du marketing de terrain pur et dur à l'ancienne, mais surtout, c'est super bien ciblé. Et quand tu touches ta cible, ça prend super vite. La première année, ils vendent 10 millions de canettes. Et dès 2004, Monster pèse déjà 180 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 2 ans, ils ont déjà 18% du marché américain. Et ils grignotent direct sur Red Bull, qui jusqu'ici était tranquille au top. Et ça s'accélère en 2014, quand Monster fait un move stratégique majeur. Coca-Cola rachète 16,7% des parts de l'entreprise et prend en charge toute sa distribution internationale. À partir de là, Monster passe de grosses marques américaines à acteur mondial. Il rentre dans les rayons de tous les supermarchés du monde avec un positionnement clair. On est la marque rebelle, agressive, avec des dizaines de goûts différents. Donc au moment où Monster arrive, Red Bull est bien installé.
Et c'est là que la vraie guerre commence. Parce que Monster va tout faire pour casser l'image entre guillemets élitiste de Red Bull et veut devenir la marque du peuple, la marque de ceux qui veulent plus de caféine, plus de bruit, plus de... C'est pour ça que les designs de leurs canettes ressemblent à des canettes de bière d'ailleurs. Et cette stratégie, ça va marcher. Parce qu'aujourd'hui, dans certains pays comme les États-Unis, Monster est même passé devant Red Bull en volume vendu. Et là où la guerre entre Red Bull et Monster prend encore plus d'ampleur, c'est que c'est pas juste deux marques qui vendent des canettes avec de la caféine. Non. Ces deux marques-là, elles te vendent des univers complets, des styles de vie, et on pourrait même carrément dire des identités. Elles ont transformé une boisson en un monde, avec des événements, des ambassadeurs, du contenu, des logos, du bruit, de l'image, partout. Red Bull, c'est presque un studio de production à elle seule. La marque a carrément lancé Red Bull Media House, une boîte qui produit des documentaires, des vidéos YouTube, des magazines, des films sur leurs athlètes, et j'en passe. Mais le plus fort, c'est qu'ils se contentent pas de sponsoriser des événements, ils les inventent et les organisent. Genre le Red Bull Foot Tag. Tu construis un avant bricolé avec tes potes et tu te lances dans l'eau depuis une rampe. Totalement débile, mais c'est totalement génial en même temps. Ou encore, des courses de patinage en descente, une compétition de vélo tout-terrain dans les canyons de l'Utah. Et en termes d'événements, ils ont dépassé le marketing, puisqu'ils sont carrément rentrés dans l'histoire quand Felix Baumgartner a sauté depuis la stratosphère à 39 km d'altitude en chute libre, diffusé en direct dans le monde entier. Red Bull, vous êtes fous quoi. Mais Red Bull va encore plus loin. Ils possèdent une écurie de Formule 1, qui a gagné plusieurs championnats du monde. Ils ont racheté des clubs de foot, Leipzig en Allemagne, Red Bull Salzbourg en Autriche, New York Red Bulls aux États-Unis. Ils ont rebrandé les clubs avec leur nom, leur couleur, leur logo. Donc c'est pas juste du sponsoring, c'est carrément de la prise de territoire. Ils contrôlent tout, de la canette jusqu'au stade. Red Bull organise aussi des compètes de skate, ou alors ils sponsorisent des gros streamers comme Gotaka, pour ne citer que lui. Monster, eux à côté, ils jouent une autre carte. Ils n'ont pas besoin de créer leurs propres univers, ils s'infiltrent dans ceux qui existent déjà. Leur force, c'est le sponsoring massif et ciblé. Ils vont là où ça crie, là où ça saute, là où c'est pas encore rangé dans des cases. Tu les vois à l'UFC, dans le motocross, le skate, le drift, les concerts de métal, les compétitions de gaming. Leur logo, la griffe verte fluo est partout. Sur les casques, les planches, les guitares, les écrans Twitch. Monster, c'est la marque qui s'affiche là où les autres n'osaient pas aller avant. Et ils ont construit une armée d'ambassadeurs. On a vu des légendes du sport comme Valentino Rossi en MotoGP, Lewis Hamilton en F1, Conor McGregor pour le MMA, Ninja Huston pour le skate, ou encore Axel Hodge pour le motocross freestyle. Côté musique, ils ont lancé leur propre tournée, le Monster Energy Outbreak Tour. Ils ont repéré et soutenu des artistes comme Post Malone, 21 Savage, Logic, ou encore Kendrick Lamar. Avant qu'ils explosent. Et dans le monde du jeu vidéo, c'est pareil. Monster est dans les plus grosses équipes e-sport, comme Fnatic, Evil Geniuses ou encore Team Liquid. Ils s'affichent sur les scènes de League of Legends, Call of Duty, Counter-Strike. Partout, il y a de la compète et du public. Et dans les deux cas, ils ont réussi à faire un truc de fou. Ils ont transformé une canette en un drapeau, un symbole. Et quand tu choisis l'un ou l'autre, tu choisis pas juste un goût ou un niveau de caféine. Tu choisis un camp, une ambiance, une culture. Et c'est pour ça que cette rivalité, elle est aussi fascinante. Parce qu'elle dépasse complètement la boisson. On en oublierait presque les boissons énergisantes, bah... c'est pas le top. Derrière cette guerre de marketing avec des défis les plus fous les uns que les autres, de sponsoring dans tous les domaines et d'image, il y a une question qui revient toujours et qu'on peut pas esquiver. Est-ce que ces boissons sont vraiment bonnes pour la santé? Spoiler, non, pas vraiment. Si tu prends une canette de Red Bull ou de Monster, t'as entre 80 et 160 mg de caféine selon le modèle. En sachant que la dose de caféine dans un café filtre standard est de 90 mg. Et à ça, tu rajoutes souvent 27 à 55 g de sucre, ce qui fait facilement 6 à 12 morceaux de sucre dans un seul format. Ça fait beaucoup là, non? T'ajoutes ensuite de la taurine, parfois du guarana, du ginseng, et là t'as un cocktail bien puissant qui peut te filer un coup de boost, mais aussi pas mal de complications. Et revenons à la taurine. En fait, c'est un acide aminé que ton corps fabrique naturellement. Et malgré son nom, ça n'a rien à voir avec les taureaux. Donc, la légende urbaine, que dans le Red Bull, il y aurait de taureau, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Vraiment rien. J'y ai cru longtemps. Mais non, c'est faux. Dans les boissons énergisantes, c'est une version synthétique, mais identique. Elle sert à réguler le cœur, les nerfs et les muscles. Et en soi, la taurine, c'est pas le vrai souci. C'est quand elle est mélangée à la caféine, au sucre et à tous les autres stimulants que ça peut devenir un peu dangereux. Et c'est pas juste une inquiétude floue. Il y a des études très sérieuses sur le sujet. En 2021, dans la revue scientifique Toxicology Report, ils ont compilé les effets connus des boissons énergisantes. Ça montre que si tu consommes régulièrement ou tout simplement trop de ces produits, tu risques une augmentation de la pression artérielle,
des troubles du rythme cardiaque, des insomnies chroniques et parfois même des accidents cardiaques soudains. Et c'est particulièrement vrai quand c'est mélangé à l'alcool. Parce que la caféine masque l'effet sédatif, donc tu continues de boire sans t'en rendre compte, ce qui augmente les risques de coma éthylique. Et ce qui est encore plus flippant, c'est que les plus gros consommateurs sont jeunes et les plus vulnérables. L'étude pointe que les ados et les jeunes adultes mélangent souvent ces boissons de l'alcool en soirée ou les consomment à haute dose pour tenir le coup entre guillemets pendant les révisions, les entraînements ou les jeux en ligne. Mais à ce rythme, tu flingues ton sommeil, ton cœur et ton système nerveux sans même t'en rendre compte. Résultat, certains pays ont décidé d'agir. La Lituanie et la Lettonie ont interdit la vente de boissons énergisantes aux mineurs. En France, elles sont autorisées seulement depuis 2008, parce qu'avant, le taux de taurine bloquait leur mise sur le marché. Mais elles sont sous surveillance. Les marques ont désormais l'obligation d'afficher la mention fortement caféinée, déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes sensibles sur chaque canette. Et bon, soyons clairs, boire une canette de temps en temps, si t'es en bonne santé et que tu fais attention, ça passe. Mais c'est l'abus, les mélanges, où là, ça peut devenir un vrai problème de santé publique même. Et même des autorités comme l'OMS ou le FSA s'en inquiètent depuis des années. Donc ouais, ces marques elles vendent du rêve, du sport, de l'énergie, de la vitesse, mais ce qu'il y a dans la canette, c'est pas de la magie. C'est un stimulant très fort qui doit être consommé avec modération, surtout chez les plus jeunes. Bon, maintenant qu'on a vu comment Red Bull et Monster se battent à coups de logo, de sport extrême et de stratégies très différentes, il y a une question simple à se poser. Qui gagne vraiment ? Parce que l'un peut faire plus de bruit, l'autre peut paraître plus classe, mais au bout du compte, c'est les chiffres qui parlent. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et aujourd'hui, Red Bull reste le leader incontesté. En 2024, la marque autrichienne a vendu 12,67 milliards de canettes à travers 178 pays, générant un chiffre d'affaires record de 11,227 milliards d'euros, soit une augmentation de 6,4% par rapport à l'année précédente, d'après ses propres données. Mais attention, hein, Monster est loin d'être largué. Depuis une quinzaine d'années, il gratte du terrain tous les ans. En 2024, la boîte a réalisé un chiffre d'affaires de 7,14 milliards, en augmentant de presque 5% par rapport à l'année précédente. Elle détient aujourd'hui environ 39% du marché mondial, ce qui est énorme pour une marque qui n'existait même pas encore dans les années 90. Donc pour l'instant, Red Bull garde la couronne, mais Monster est clairement le challenger numéro 1, et la bataille est loin d'être finie. Et vu l'état du marché, ça va continuer à se jouer autant sur le terrain du business que dans les stades, les festivals, les compétitions, les streams, et dans les frigos. Au fond, la rivalité Red Bull versus Monster, c'est pas juste une histoire de caféine, c'est une bataille culturelle, de vision du monde. D'un côté, le sport extrême millimétré, la performance, le prestige, de l'autre, la rébellion, le bruit, des rings de combat ou des scènes de métal. Les deux ont réussi à transformer une simple canette en mythe de marque. Ils ont poussé le marketing si loin que ça dépasse le produit. Aujourd'hui, boire un Red Bull ou un Monster, c'est entrer dans un univers. C'est afficher une identité, choisir un style, presque prendre position. Alors, j'ai qu'une seule question, t'es dans quel team ? Avec modération, bien sûr. Bisous, à la prochaine.